Sur les photos prises quelques minutes avant la tragédie, on voit des visages souriants. Certains font signe de la main, d'autres ont l'air légèrement fébriles. C'est leur premier vol en montgolfière après tout. Des clichés de touristes ordinaires. Aucun d'entre eux ne sait encore ce qui va se passer une demi-heure plus tard. Le 26 février 2013, au petit matin, un groupe d'une vingtaine de personnes s'apprêtait à s'envoler au-dessus de Luxor, en Égypte. 19 touristes, un guide et un pilote. 21 personnes. Et chacune d'entre elles s'est réveillée ce jour-là avec le sentiment que quelque chose de spécial les attendait. Là-bas, au milieu du désert et des pierres brûlées par le soleil, reposent des tombes et des temples antiques, les sépultures de gens qui croyaient que la mort n'était qu'un passage. Une étrange ironie quand on y pense. Pour la plupart des passagers, ce vol devait être le moment fort de tout le voyage, l'instant précis pour lequel on décide de partir au bout du monde. Planer au-dessus de la vallée des rois sur fond de soleil levant, cela ressemble à la scène finale d'un bon film. Seulement voilà, la fin s'est avérée tout autre. Quelques minutes seulement après le départ, l'irréparable va se produire, et presque aucun d'entre eux ne posera plus jamais le pied sur terre. L'ancienne Luxor se dresse sur la rive est du Nil. Autrefois, cette ville s'appelait Thèbes, l'une des capitales de l'Égypte antique. Ici, les souverains et la noblesse érigeaient des sépultures souterraines, creusant dans la roche des couloirs s'enfonçant sur des dizaines de mètres. Ils construisaient des temples d'une telle ampleur que même aujourd'hui, des millénaires plus tard, on reste devant eux sans comprendre comment. Comment cela a-t-il pu être possible? Des colonnes aussi hautes qu'un immeuble de plusieurs étages, des bas-reliefs où des dieux à tête d'animaux guident les pharaons vers l'au-delà, des hiéroglyphes gravés si profondément que ni le vent, ni le sable, ni le temps ne les ont effacés. Aujourd'hui, Luxor est l'une des principales destinations touristiques du pays. Des milliers de personnes y viennent chaque année pour voir les vestiges de cette civilisation antique. Marcher entre les colonnes du temple de Karnak, là où l'écho des pas se perd quelque part sous le plafond. Descendre dans le tombeau de Toutankhamon, un couloir étroit, une atmosphère étouffante, l'odeur de la vieille pierre et de la peinture qui n'a toujours pas pâli. Et bien sûr, s'élever dans le ciel. Les compagnies locales ont depuis longtemps industrialisé les excursions aériennes. Chaque jour, entre 5 et 7 aérostats s'élèvent au-dessus de Luxor. Le premier décolle avant l'aube, pour que les touristes voient le soleil surgir de l'horizon et inonder d'or les pierres anciennes. Ça la coûte de l'argent. C'est incroyable sur les photos. Et c'est, pour être honnête, assez dangereux. Bien qu'on préfère ne pas y penser, ni les touristes, ni les opérateurs. Les spécialistes classent l'aérostation parmi les loisirs extrêmes. Ce n'est ni un avion, ni un hélicoptère. Il n'y a pas de moteur au sens classique du terme, pas de volant, pas de possibilité de changer brusquement de cap ou de remettre les gaz pour un second tour si quelque chose tourne mal. L'air à l'intérieur de l'enveloppe est chauffé par un brûleur à gaz. Il est installé juste au centre de la nacelle, au-dessus de la tête des gens. Une flamme nue, une chaleur telle qu'il faut se détourner quand le pilote met le brûleur à pleine puissance. Des bouteilles de gaz sous les pieds, plusieurs, reliées par des tuyaux, et une fine toile de nylon entre vous et le ciel. Au fond, le principal instrument de contrôle, c'est la tête du pilote, son expérience, son intuition, sa capacité à lire le vent d'après les nuages et la fumée des feux en bas, manipuler le brûleur et les soupapes, sentir quand le ballon commence à se comporter anormalement, comprendre où l'on peut atterrir et où c'est impossible. Tout repose sur une seule personne, et quand cette personne commet une erreur, ou quand la technique le lâche, la perte devient catastrophique, car dans les airs, il n'y a pas de bas-côté, aucune possibilité de s'arrêter pour faire le point. Soit on s'en sort, soit on ne s'en sort pas. Ce jour-là, vers 5 heures du matin, les 19 touristes ont quitté leurs hôtels. Il fait encore nuit. Frais, autant qu'il peut faire frais en Égypte. La température tourne autour de 15 degrés. Mais après une nuit dans une chambre climatisée, on a l'impression qu'il fait froid. Les gens bâillent, frissonnent, s'emmitouflent dans des vestes légères. Mais dans leurs yeux, on lit déjà l'impatience, cette expression particulière qu'ont les gens lorsqu'ils attendent quelque chose dont ils rêvent depuis longtemps. Parmi eux, 9 résidents de Hong Kong, 5 femmes, 4 hommes. Certains sont venus en famille, d'autres entre amis. 2 couples de retraités japonais, soignés, polis, avec de petits appareils photo autour du cou. Ils fêtaient sans doute un anniversaire, comme c'est souvent le cas. 40 ans ensemble, 50, et voilà qu'ils ont décidé de s'offrir un cadeau. Voir le monde d'en haut.
3 Britanniques, 2 Français. Une Hongroise, elle voyageait seule, ce qui en soi demande un certain courage. Différents pays, différentes langues, différentes vies. Mais ce matin-là, ils se sont tous retrouvés au même endroit, debout près du bus, attendant que les autres se rassemblent, regardant les étoiles qui ne s'étaient pas encore éteintes. Vers 6 heures, le groupe a reçu les instructions. Une procédure standard, où se tenir, comment se positionner dans la nacelle, que faire à l'atterrissage. Tenez les poignets, pliez les genoux, ne paniquez pas si le ballon s'incline, tout est sous contrôle. Les gens n'écoutaient que d'une oreille. C'est toujours ainsi avant quelque chose de passionnant. L'esprit est déjà là-haut, dans le ciel. Les yeux cherchent déjà les coupoles multicolores que l'on prépare pour le lancement. Un par un, les touristes ont grimpé dans la nacelle. À l'intérieur, il y avait plusieurs compartiments séparés par des cloisons en retin tressé. Chacun pouvait accueillir 3 ou 4 personnes. C'était un peu serré, coude à coude, mais supportable. Tous comprenaient que ce n'était que pour un court moment. Un couple d'Écossais, Michael Rennie, 49 ans, et sa femme Yvonne, 48 ans, se tenaient côte à côte et discutaient tranquillement. Lui, imposant, large d'épaules, avec le visage hâlé d'un homme qui aime le grand air. Elle, un peu plus petite que lui, dans une veste chaude, les cheveux attachés en queue de cheval. Pour eux, c'était déjà leur 2e vol en montgolfière. Ils savaient à quoi s'attendre. Ils connaissaient cette sensation de voir la terre s'éloigner, d'abord lentement, presque imperceptiblement, puis on réalise soudain que les arbres sont devenus minuscules, que les gens en bas sont devenus des points, et on est suspendu dans le vide, et rien ne nous retient, sinon l'air chaud dans l'enveloppe au-dessus de nos têtes, juste du tissu et de la physique. Peut-être est-ce pour cela qu'ils étaient revenus, pour cette sensation, pour l'impression que l'on peut tromper les lois de la gravité. Un autre couple, Joe Benton, un Britannique de 40 ans, et sa compagne de 27 ans, Susanna Guy, montaient pour la première fois. Susanna était nerveuse, cela se voyait. Elle s'agrippait fermement au bord de la nacelle, même si le ballon était encore au sol. Elle regardait en bas, puis en haut, vers l'énorme coupole qui oscillait au-dessus d'eux. Joe lui tenait la main, lui disait quelque chose, souriait. Il la rassurait sans doute. Il promettait probablement que tout irait bien, que c'était sans danger, que des milliers de personnes faisaient cela chaque jour. Il était de ces hommes qui savent toujours quoi dire, de ceux auprès de qui l'on se sent protégé. À 6h15, la montgolfière de modèle Ultra Magic N425 a décollé. La compagnie opératrice s'appelait Sky Cruise, croisière céleste. Un joli nom, la promesse de quelque chose de léger, serein, balnéaire. 21 personnes se trouvaient à bord. Les passagers ont agité la main pour dire au revoir à ceux restés au sol, les employés de la compagnie, les chauffeurs, les curieux venus assister au lancement. Certains filmaient, d'autres regardaient simplement la coupole multicolore s'élever lentement dans le ciel de l'aube. Le brûleur rugissait, projetant des colonnes de flammes. Le ballon prenait de l'altitude. La terre s'éloignait. D'abord les hôtels et les palmiers, puis les champs irrigués par l'eau du Nil, des rectangles verts réguliers au milieu du désert beige. Puis le Nil lui-même, large ruban gris qui divise le monde en 2 parties, le vivant et le mort, le verre et la pierre. L'aérostat a atteint son altitude de croisière et a dérivé normalement au-dessus des monuments antiques. En dessous défilaient les temples, les colonnades, les restes de murs vieux de 3500 ans, d'énormes statues à moitié ensevelies par le sable, les entrées des tombes, des rectangles noirs dans les flancs des collines. Le soleil montait et les pierres commençaient à briller, d'abord roses, puis dorées, puis d'un blanc éblouissant. Les touristes prenaient des photos, tournaient la tête dans tous les sens, se montraient des détails au sol, discutaient dans différentes langues, et chacun était convaincu de voir quelque chose d'unique. Le guide nommait les monuments, Médimet Abou, le Ramesséum, les colosses de même nom. Des mots que la plupart oublieront en une semaine. Mais la sensation resterait. Toute l'excursion devait durer environ une demi-heure. 30 minutes de beauté. 30 minutes pour lesquelles ces gens avaient traversé la moitié du monde. Le ballon avait parcouru plus de 8 kilomètres, dérivant vers le désert. Les monuments étaient désormais derrière eux. En bas, il n'y avait plus que des champs, de la canne à sucre, du blé, quelques légumes, une zone rurale ordinaire. Le pilote commença à préparer l'atterrissage.
Momen Mourat, c'était son nom, contacta l'équipe au sol par radio. Une voix calme, professionnelle. Il avait fait cela des centaines de fois. Il communiqua les coordonnées. Un terrain dégagé non loin des terres agricoles. Un bon endroit, plat, sans lignes électriques ni arbres, sûr. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Le véhicule d'assistance, un vieux pick-up à plateau ouvert, se mit en position. Le pilote entama la descente. Le ballon descendait lentement, en douceur, comme il se doit. Les passagers sentirent des changements de pression dans leurs oreilles. La terre devenait plus proche, plus détaillée. On pouvait déjà distinguer les plantes, les sillons du champ, les gens qui regardaient vers le haut. Murat lança le câble d'amarrage, une épaisse corde que l'équipe au sol devait saisir pour tirer le ballon vers la terre. La corde tomba dans la poussière comme un serpent. Il était 6h50. 10 hommes de l'équipe au sol se saisirent du câble. Des hommes costauds en vêtements de travail, bronzés, habitués au labeur physique. Ils commencèrent à tirer, lentement, régulièrement, pas à pas. La nacelle descendait, mètre après mètre. Les passagers se préparaient déjà à la secousse, ce moment où le fond de la nacelle touche le sol et où tout se termine. À 3 mètres du sol, peut-être un peu moins. On pouvait déjà distinguer les visages des gens en bas, leurs sourires, leurs bras tendus sur la corde. On avait l'impression que c'était fini. Encore quelques secondes, et les passagers commenceraient à sortir de la nacelle, à se dégourdir les jambes, à échanger leurs impressions, à chercher leur téléphone pour écrire à leurs proches, à partager leurs photos. Et puis, le tuyau de gaz du brûleur a éclaté. Le bruit fut sec, pas une explosion, plutôt un claquement, sourd, désagréable, comme quelque chose qui lâche sous la pression. Et immédiatement, les flammes. Elles jaillirent de la rupture, au point de jonction où le tuyau était fixé au brûleur. Pas une petite langue de feu, non, une colonne de flammes qui enveloppait instantanément le centre de la nacelle. La chaleur frappa les visages, une odeur de plastique brûlé, de tissu et d'autres choses se répandit. Tout se passa si vite que les gens n'eurent même pas le temps de comprendre. Quelqu'un cria. Quelqu'un se recula instinctivement vers le bord de la nacelle. Le pilote, Momen Mourat, fut touché le premier. Il se tenait au plus près du brûleur, là où doit se tenir un pilote. Une onde de choc d'air brûlant, puis le feu. Les flammes léchèrent ses vêtements, qui s'enflammèrent. Le synthétique brûle vite. À ce moment-là, peut-être par instinct, peut-être par panique, ou peut-être était-ce la seule décision que son cerveau ait eu le temps de prendre. Il enjamba le rebord de la nacelle et sauta. 3 mètres. Il tomba au sol, enveloppé par les flammes. Il se roula dans la poussière, tentant d'étouffer le feu. Une seconde plus tard, l'un des passagers le suivit. Michael Rennie, l'Écossais qui avait déjà volé en montgolfière et savait qu'il ne fallait pas sauter, qu'il fallait rester dans la nacelle, que le pilote s'en sortirait. Mais quand vous êtes entouré par le feu, quand la chaleur vous brûle le visage et que vous ne pouvez plus respirer, et qu'en bas il n'y a que 3 mètres, on n'a plus le temps de réfléchir. C'est le corps qui décide. Il a sauté. Ensuite, tout a basculé. Une partie de l'équipe OSA vit que le pilote brûlait. Un homme se roulait par terre, ses vêtements en feu. Ils lâchèrent le câble et se précipitèrent vers lui, pour étouffer les flammes avec leurs vestes, leurs mains, tout ce qu'ils trouvaient. C'était un élan humain correct, une réaction normale de gens normaux. Et ce fut une catastrophe, car ceux qui restaient, 4 ou 5 personnes, ne purent en retenir le ballon. Les cordes glissèrent de leurs mains, ou furent arrachées par la force, ou ils les lâchèrent simplement par panique. Qui peut le dire aujourd'hui? Le ballon, avec sa nacelle en feu et les gens à l'intérieur, partit en flèche vers le haut. C'est de la physique simple et impitoyable. L'air chaud monte. Quand les flammes enveloppent l'enveloppe, l'air à l'intérieur chauffe encore plus, bien plus fort qu'avec le brûleur seul. Le ballon ne tombe pas, le ballon s'envole, vite, de manière incontrôlée, et il est impossible de l'arrêter. Là-haut, il n'y a plus de pilote. Il n'y a personne pour relâcher la pression, ouvrir la soupape, faire quoi que ce soit. Rien que le feu et 19 personnes piégées dans une nacelle d'osier. Michael Rennie se tenait au sol, brûlé, étourdi, les vêtements en lambeaux, et regardait sa femme s'envoler vers le ciel. Yvonne était restée dans la nacelle. Elle était là-haut, au milieu du feu et de la fumée. Il la voyait, ou il croyait la voir, une silhouette sombre sur fond de flammes.
Et il ne pouvait rien faire. Rien. Il s'est mis à courir, 200 mètres derrière le ballon, trébuchant sur les mottes de terre, se frayant un chemin à travers des buissons, hurlant de toutes ses forces « Ma femme! Ma femme !» Sa voix se brisait, ses poumons brûlaient, non pas à cause du feu, mais à cause de la course et des cris. Mais le ballon montait plus vite qu'il ne pouvait courir, bien plus vite. C'était comme dans un cauchemar, quand on court de toutes ses forces mais qu'on ne peut pas rattraper l'autre. Pendant que l'aérostat prenait de l'altitude, 20 mètres, 30, 50, 70, plusieurs personnes tentèrent un geste désespéré. Elles sautèrent, de la nacelle en feu vers le bas, dans le champ de canne à sucre. Ce n'était pas un choix au sens habituel du terme, c'était un instinct. Le feu derrière, le vide en bas, et on saute, parce que le feu est plus terrifiant. 5 ou 6 personnes, le nombre exact ne sera jamais établi. À une telle hauteur, 50, 60 mètres, les chances de survie sont presque nulles. Mais presque, ce n'est pas totalement. L'un de ceux qui ont sauté était Joe Benton, ce même Britannique qui, 1 heure plus tôt, tenait la main de sa compagne et lui promettait que tout irait bien, que c'était sans danger, que des milliers de personnes faisaient cela chaque jour. Susanna est restée dans la nacelle. Elle n'a pas sauté. Peut-être n'a-t-elle pas eu le temps, tout allait trop vite. Peut-être n'a-t-elle pas pu s'y résoudre. Le vertige peut être plus fort que la peur du feu. Peut-être espérait-elle que quelqu'un ferait quelque chose, que cela s'arrêterait, que cela n'arrivait pas. Pas à elle, pas aujourd'hui, pas un mardi ordinaire de février. 15 secondes passèrent, peut-être 20. Le temps s'écoule bizarrement dans ces moments-là. Pour ceux d'en bas, il s'étire. Pour ceux dans la nacelle, il se contracte sans doute en un point. Les flammes devinrent plus intenses. Le feu atteignit les bouteilles de gaz qui se trouvaient au fond de la nacelle. Le ballon atteignit la barre des 300 mètres. C'est la hauteur d'un immeuble de 100 étages multiplié par 3. C'est l'altitude d'où la ville ressemble à une maquette, et les gens à des fourmis. C'est alors qu'une bouteille de gaz explosa. L'explosion fut puissante. On l'entendit à des kilomètres. L'enveloppe de l'aérostat, toute cette immense sphère multicolore qui, 1 minute plus tôt, planait au-dessus des temples des pharaons, que l'on photographiait depuis les autres ballons et depuis le sol, se transforma en lambeaux de tissu brûlés. Des morceaux de matière s'éparpillèrent, tourbillonnant dans l'air comme les cendres d'un brasier géant. Les restes du ballon et la nacelle contenant les passagers s'écrasèrent au sol. 300 mètres de chute libre, 6 secondes. 6 secondes pendant lesquelles les passagers encore en vie tombèrent vers la terre. À quoi pensaient-ils pendant ces secondes? De quoi eurent-ils le temps de se souvenir? C'est impossible à savoir, impossible même à imaginer. Lorsque les sauveteurs arrivèrent sur les lieux, ils virent un champ jonché de débris, des taches noires sur les tiges vertes des cannes à sucre, des fragments de tissu carbonisé qui fumaient encore, des bouteilles de gaz déformées, dispersées sur une surface de 100 mètres, des morceaux de la nacelle tressée, cet osier qui semblait si solide 1 heure auparavant. Et des corps. 18 personnes sont mortes sur le coup, certains ont brûlé en plein vol, d'autres se sont tués dans la chute, d'autres encore ont subi les deux. Les sauveteurs parcouraient le champ, marquant de petits drapeaux les endroits où gisaient les restes. La police est arrivée, puis l'armée, puis les journalistes. Un hélicoptère tournait au-dessus du lieu de la catastrophe. Ce n'était plus du sauvetage, c'était un constat. 3 personnes furent transportées à l'hôpital. Le pilote Momen Morat, celui qui avait sauté le premier, avant même que le ballon ne s'envole, était en vie mais dans un état grave. Brûlures extrêmes, mains, visage, poitrine. État de choc. Il pouvait à peine parler, à peine respirer. Les médecins ne savaient pas s'il survivrait. Joe Benton, qui avait sauté d'une hauteur d'environ 50 mètres, arriva par miracle vivant à l'hôpital. Il fut opéré pendant 5 heures. Les médecins virent tout leur possible. Mais son corps ne tint pas. Trop de fractures, trop de lésions internes. Il ne reprit jamais connaissance. Des 3, seul Michael Rennie survécut, le seul à avoir sauté à temps, de 3 mètres.
juste après le pilote, le seul à avoir pris la décision dans la fraction de seconde où cela avait encore un sens. Il était assis dans sa chambre d'hôpital et pleurait. Pas de douleur, bien que les brûlures sur ses mains fussent sérieuses, mais de compréhension. Sa femme Ione était morte. Cette même femme avec qui il se tenait dans la nacelle et discutait calmement quelques minutes avant la catastrophe. Celle qui lui tenait le coude quand le ballon quittait le sol. Celle pour qui probablement il avait accepté ce second vol. Elle était restée là-bas. Elle n'avait pas sauté, ou n'en avait pas eu le temps, ou il n'avait pas réussi à l'en sortir. Il y repensera le reste de sa vie. Pourquoi a-t-il sauté seul? Pourquoi ne l'a-t-il pas saisi par la main? Pourquoi tout s'est passé si vite qu'il n'a même pas eu le temps de se retourner? Ces questions n'ont pas de réponse, mais elles ne disparaîtront jamais. Les dernières secondes de l'existence de la montgolfière furent filmées par plusieurs personnes. Quelqu'un filmé depuis le sol, un fermier local qui se trouvait à avoir son téléphone en main. Quelqu'un d'autre, depuis le bord d'un autre aérostat qui se trouvait aussi en l'air à ce moment-là, à un demi-kilomètre du lieu de la tragédie. Les passagers de ce ballon virent tout. Ils virent leurs voisins du ciel brûlés et tombés. Ils virent des points sombres se détacher de la nacelle. C'étaient les gens qui sautaient. Ils virent l'explosion. Ils virent tout s'effondrer. Et ils continuèrent à filmer. Car sous le choc, les gens font des choses étranges. Sur l'enregistrement, tout semble presque irréel, comme un effet spécial de film catastrophe. Le ballon, enveloppé de flammes, s'élève lentement. Depuis le sol, cela paraît lent, bien qu'en réalité ce fut très rapide. Puis une lueur, puis une fumée noire, puis la chute. Toute la tragédie se joua en un peu plus de 2 minutes, 130 secondes entre la première détonation et l'impact au sol. 130 secondes qui ont tout changé. Momen Mourat était considéré comme un pilote expérimenté. Environ 10 ans d'aérostation. On le connaissait à Luxor, on lui faisait confiance. Les touristes le demandaient spécifiquement. Ses collègues le respectaient. Il avait volé des centaines d'heures et posé des ballons en toute sécurité dans les conditions les plus diverses, par vent fort, par mauvaise visibilité, sur des terrains restreints. Et puis, un dysfonctionnement, une rupture de tuyau, et 10 ans d'expérience ne valurent plus rien. Après la catastrophe, le gouverneur de la province interdit tous les vols de montgolfières. Les aérostats restaient au sol, attachés à des camions, ressemblant à des jouets dégonflés. L'enquête commença. Des enquêteurs du Caire arrivèrent, des experts en accidents aériens, des représentants du ministère du Tourisme. Les accusations plurent. Tout le monde accusait tout le monde. Le chef de la chambre de tourisme locale montrait du doigt l'administration de l'aviation civile. Les fonctionnaires ne vérifient pas le matériel, délivrent des licences contre des pots de vin, ferment les yeux sur les infractions. Les autorités répondaient que le ballon avait récemment passé l'inspection, que tous les documents étaient en règle, que le pilote aurait dû fermer les vannes et éteindre le feu au lieu de sauter par-dessus bord, qu'il avait lui-même aggravé la situation en abandonnant les passagers. Tout le monde cherchait un coupable, tout le monde voulait une explication simple, un nom, une décision, une erreur que l'on pourrait désigner et dire « Voilà, c'est lui, c'est à cause de lui ». Mais les explications simples n'existent pas dans de telles histoires. Jamais. Les opérateurs locaux de montgolfière étaient furieux. Pas à cause des victimes, bien que probablement à cause d'elles aussi, mais à cause de l'argent, à cause des affaires. L'un des propriétaires de compagnie déclara aux journalistes « Vous allez priver de moyens de subsistance 3000 personnes. 3000 familles vivent de cette activité. Pilotes, mécaniciens, chauffeurs, vendeurs de souvenirs. Que vont-ils faire ?» Il avait raison. Et les 18 personnes décédées ce matin-là faisaient également partie de familles. Elles aussi avaient des proches qui les attendaient à la maison, qui attendent encore. Le ministère promit que l'arrêt ne durerait pas plus d'1 mois. Le tourisme, c'est de l'argent. L'argent est plus important que la mémoire.
l'argent est plus important que la peur. Quelques semaines plus tard, les ballons remontèrent dans le ciel de Luxor, au-dessus des mêmes temples, au-dessus de la même vallée des rois, avec de nouveaux touristes qui voulaient aussi voir le lever du soleil depuis les hauteurs, qui, peut-être, ne savaient même pas ce qui s'était passé ici. Le 7 janvier 2014, presque un an après la catastrophe, l'autorité de l'aviation civile égyptienne publia le rapport final. Un document technique sec de plusieurs dizaines de pages, schémas, graphiques, tableaux. Et la conclusion ? La cause de l'incendie était une fuite de carburant due à un raccord de tuyau de gaz défectueux. Le tuyau avait été fabriqué en 2005. 8 ans d'exploitation, parfois dans des conditions difficiles. Écart de température, du froid nocturne à la fournaise diurne, vibration lors du transport, pression du gaz, usure, micro-fissures invisibles à l'œil nu, des défauts qui s'accumulent pendant des mois, des années, puis qui se manifestent d'un coup. Une rupture, et c'est fini. Le rapport mentionnait autre chose. Le pilote n'avait pas informé le service de contrôle de l'aéroport avant le décollage. Une infraction formelle, une case non cochée, une des nombreuses petites infractions qui arrivent chaque jour et qui, d'habitude, ne mènent à rien. Mais quand quelque chose tourne mal, chaque case de ce genre devient un chef d'accusation. Les enquêteurs interrogèrent Murat à l'hôpital militaire. Il était allongé au service des grands brûlés, enveloppé de bandages comme une momie. Il parlait avec difficulté, lèvres brûlées, gorge endommagée par la fumée. Il affirma qu'il n'avait pas pu déterminer la source du feu, qu'il avait tenté de saisir un extincteur, mais qu'il avait été repoussé par la chaleur, qu'il n'avait pas senti d'odeur de gaz. Mais comment peut-on sentir quoi que ce soit quand tout brûle autour de soi ? Qu'il était tombé de la nacelle inconscient. Lui-même n'a pas compris comment il s'était retrouvé au sol. Il insistait sur le fait que la vérification du tuyau n'était pas sa responsabilité, mais celle de l'ingénieur de maintenance, qu'il était pilote, pas mécanicien. Qu'il ne pouvait pas démonter le brûleur avant chaque vol, qu'il avait fait confiance au matériel, comme il lui avait fait confiance pendant 10 ans. Le parquet objecta. Le pilote et le technicien n'avaient pas effectué de vérification pré-vol adéquate. Tous deux auraient dû inspecter l'équipement. Aucun ne l'a fait. Tous deux sont coupables, ou personne n'est coupable. Ou c'est le système qui est coupable. Un système dans lequel du matériel usé reste en service pendant des années, parce qu'il est coûteux de le remplacer et qu'il n'y a personne pour le vérifier. Un système où tout le monde compte sur la chance. Et d'habitude, la chance opère. Et puis, une fois, elle ne perd plus. Voici ce qui est encore apparu au cours de l'enquête. Cette montgolfière précise avait déjà eu un accident. En octobre 2011, 1 an et demi avant la catastrophe, elle avait failli percuter le toit d'un hôtel à Luxor. Un problème de commande, le ballon était descendu trop brusquement, frôlant le bâtiment. Puis il était tombé dans le Nil. Les passagers se débattaient dans l'eau, on les en sortit avec des barques. Tous s'en tirèrent avec une belle frayeur et des vêtements mouillés. La compagnie Sky Cruise leur versa une compensation, modeste, pour éviter les poursuites. Le ballon fut sorti du fleuve, séché, réparé et remis en service. On aurait pu s'arrêter là. On aurait pu mettre le matériel au rebut, procéder à une inspection sérieuse de tous les composants, se poser la question « est-ce que tout est vraiment en ordre ? Combien de temps ce ballon volera-t-il encore ? N'est-il pas temps d'en acheter un nouveau ?» Mais les affaires sont les affaires. Le ballon volait, l'argent rentrait, les touristes étaient contents. Et 1 an et demi plus tard, 18 personnes mouraient brûlées vives ou s'écrasaient au sol. Un vol en montgolfière, c'est beau, vraiment beau. On plane au-dessus du monde et tout en bas semble petit et insignifiant. Les problèmes, les peurs, l'agitation, tout cela reste là, au sol. Et vous êtes ici, dans le ciel, dans le silence, seulement le bruit du vent et les éclats sporadiques du brûleur. Les temples, bâtis par des hommes devenus poussière depuis longtemps, le fleuve, qui coule ici depuis des millénaires et coulera encore quand nous ne serons plus là. Le soleil, se levant sur l'horizon comme il se levait au temps des pharaons, des Romains, des Arabes, de tous ceux qui ont un jour vécu sur cette terre. Mais derrière cette bouteille se cache toujours quelque chose. Un tuyau usé qu'il aurait fallu remplacer depuis longtemps, un technicien inattentif qui n'a pas remarqué la fissure, un pilote qui a compté sur sa bonne étoile, une rafale de vent au mauvais moment.
ou simplement la malchance, celle-là même qu'on ne peut pas prédire et contre laquelle on ne peut pas s'assurer. Elle arrive sans prévenir. Elle ne choisit pas qui est bon ou mauvais. Elle arrive, tout simplement.